bienvenue. Notre webinaire commencera bien à 11 heures. Nous attendons les derniers arrivés avant de démarrer. Donc, vous avez à disposition un sondage pour savoir quelle est la population présente lors de ce webinaire, pour pouvoir répondre au mieux et orienter au mieux notre conférence par rapport à vos besoins et à vos attentes. Exactement. Je te laisse lancer le support, Jean-Paul. Oui. Bonjour, bienvenue à la présentation donc de ce webinaire fait par le groupe Aesio à l'attention des professionnels indépendants sur le thématique de la prévoyance. La prévoyance est-elle une priorité et est-ce que vous êtes bien couvert? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webconférence. Je me présente, je m'appelle Cybèle Causé-Dogan, conseillère commerciale sur le marché des professionnels et entreprises depuis 2 ans chez Apreva Mutuelle. Bonjour, donc Jean-Paul Van Rostraat, je suis responsable d'animation dans le domaine de la protection sociale des entreprises et de leurs dirigeants. Je suis chez Adria Mutuelle, donc du groupe Aesio, depuis près de 17 ans. Nous avons également Laurent Druenne, donc qui est animateur du marché des professionnels et entreprises, qui sera présent tout au long de la webconférence et pourra répondre à vos questions via le chat. Donc, le groupe Aesio. En 2016, le groupe Aesio est constitué de 3 grandes mutuelles, Eovi MCD, Adria et Apreva. Les mutuelles du groupe Aesio ont pour ambition de créer un nouveau modèle de croissance durable, alliant bien évidemment performance économique et sociétale, tout en conservant une réelle proximité sur le territoire en tant qu'acteur de santé et de bien-être. Le groupe Aesio se positionne comme un acteur de santé au service du mieux vivre. Cet engagement se retranscrit à travers des actions de prévention en santé, notamment sur le dépistage du cancer, sur des webconférences avec des thématiques à l'attention des chefs d'entreprise et de leurs salariés, des informations, des actions de dépistage et de sensibilisation sur les divers risques en santé. Alors aujourd'hui au sommaire, nous allons donc dans un premier temps aborder ce phénomène que nous avons tous vécu, malheureusement le coronavirus, une rupture dans l'approche des risques, en abordant la crise sanitaire, l'expérience concrète de l'arrêt de travail et l'évaluation des risques prioritaires. Dans un second temps, nous analyserons les régimes de base. À quoi vous avez droit de façon obligatoire à travers donc, les régimes de sécurité sociale, notamment des indépendants. Nous verrons ensuite, dans un second point, un point d'actualité sur les couvertures que vous pouvez souscrire à titre individuel et volontaire. Et pour terminer, les solutions complémentaires et choix du cadre fiscal, nous parlerons des avantages des garanties supplémentaires et la déduction fiscale des cotisations volontaires. Alors, avant de débuter, nous allons regarder quelles sont les personnes présentes sur notre webinaire. Donc, nous sommes majoritairement des professionnels, des professions libérales et quelques entreprises également en statut de micro-entrepreneur. Donc, je vous dis bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, le coronavirus, le Covid, une rupture dans l'approche du risque. C'est vrai que c'est un événement qui a fait prendre conscience que le risque, nul n'en était à l'abri. On entendait souvent dans les professions, notamment chez les professionnels indépendants, de toute façon, moi, je ne peux pas m'arrêter, même si j'ai la grippe, j'irai travailler, même sur une jambe, je continuerai mon activité. Cette crise sanitaire a été un changement radical du jour au lendemain, puisque pour le coup, certains nombres de professions ont dû arrêter leur activité
sans en avoir le choix. Il a été donc une prise de conscience que le danger pouvait venir de toutes parts. Qui aurait pu imaginer que l'activité serait arrêtée pendant près de 2 mois à cause d'un petit virus venu de Chine? Donc vraiment, ça a été une prise de conscience, le risque, oui, effectivement, je ne suis pas à l'abri parce que ça ne dépend pas de moi. Il y a le côté aléatoire, le côté risque survenu d'ailleurs. Du coup, la question, c'est l'évaluation des risques prioritaires. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels indépendants possèdent une complémentaire santé et c'est très bien. En même temps, j'ai envie de vous dire que les frais de santé sont plus fréquents que les risques lourds. Il y en a même qui sont conscients de la faiblesse de la retraite et donc du coup vont épargner pour le lendemain. Mais beaucoup vont négliger la prévoyance sans penser vraiment au lendemain. Permettez-moi de vous dire, aujourd'hui, vous avez les moyens de pouvoir mettre en place un contrat de santé, un contrat de complémentaire retraite. Mais lorsque le risque se présente, comme en l'occurrence avec le coronavirus, nous l'avons tous vécu, nous avons eu un arrêt brutal de l'activité. Et donc, face à ce risque-là, sans aucune indemnité, sans aucune anticipation de votre part, vous allez être naturellement confronté à une diminution de vos revenus. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'avec un manque de revenus, vous allez pouvoir continuer à cotiser pour le contrat santé ou épargner pour votre retraite? Je vous invite vivement à réfléchir à cette question dans le seul but en fait de définir vos priorités. Quelques chiffres pour vous faire prendre conscience de l'absence de couverture des professionnels indépendants. Les professionnels indépendants, peu ou prou 12%, un peu plus de 12% de la population active, c'est près de 3 millions de personnes qui travaillent donc à statut indépendant. Sur ces 3 millions de personnes, un peu plus de la moitié ont souscrit des contrats prévoyance santé. Sur ce 1,8 million de contrats souscrits, la moitié concerne la complémentaire santé. Donc, ça veut dire que concrètement, un tiers seulement des professionnels indépendants ont souscrit une complémentaire santé. Concernant le risque incapacité-invalidité, c'est-à-dire le risque en cas d'arrêt de travail, je ne peux pas travailler, je ne perçois que le revenu du régime obligatoire. Les personnes qui ont souscrit des garanties complémentaires à ce régime obligatoire ne sont que de 45%, soit 27% de la population concernée. Et pour le risque le plus lourd, le décès, avec toutes les conséquences qui vont avec, c'est 36% de contrats souscrits, soit 1 sur 5, une personne indépendante sur 5 qui a souscrit des garanties complémentaires au régime obligatoire. Alors que le décès, nous le verrons par ailleurs, a des conséquences financières qui peuvent être catastrophiques. En résumé, 3 professionnels indépendants sur 10 sont couverts sur les risques lourds. Du coup, pourquoi cette faiblesse de couverture? Parce que tout simplement, les professionnels indépendants ignorent le plus souvent la faiblesse de leur couverture de base et les conséquences lourdes d'un défaut de garantie. On peut même ajouter que parfois le contrat de prévoyance est pas toujours bien connu par nos professionnels indépendants et c'est souvent confondu par la complémentaire santé, la complémentaire retraite ou encore les assurances dépendance. Sur le terrain, j'ai souvent été confrontée à ce genre de réponse lorsque j'abordais la prévoyance. On me disait, le contrat de prévoyance, oui, je dois avoir ça avec l'assurance habitation. Ou encore, oui, j'ai la retraite complémentaire, j'ai tout ce qu'il faut, donc pas de problème. Donc là, on s'aperçoit que le sujet n'est pas très bien maîtrisé. Je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, les professionnels indépendants qui auparavant avaient le statut de salariés bénéficiaient au sein de leur entreprise des complémentaires garanties qui étaient une obligation. Et lorsqu'il y a ce changement de statut, le professionnel indépendant pense qu'il bénéficie toujours des mêmes garanties qu'un salarié d'entreprise, alors que non, parce que la complémentaire pour les professionnels indépendants, n'est pas une obligation. Elle est de leur seule responsabilité. Et c'est pour toutes ces raisons-là
que le contrat de prévoyance mérite encore plus de communication auprès de cette cible? Donc, si nous reprenons ces risques, quels sont ces risques et leur impact tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel? Le risque le plus lourd, donc, nous avons vu que c'était le décès. L'impact sur le plan professionnel, imaginez, vous êtes en entreprise, en nom propre, par exemple, le décès, l'activité s'arrête, net. Si vous avez des décès, vos salariés se retrouvent sans employeur, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner pour eux-mêmes sur le plan privé. Mais vous, sur le plan privé, cela va impacter les revenus de votre famille, qui sont plus ou moins importants selon le degré d'indépendance de votre conjoint, de vos enfants. Vos enfants, est-ce qu'ils sont encore en train de faire des études? Est-ce qu'ils sont déjà dans la vie active? Ce sont des éléments à prendre en compte. Ça va avoir un impact également sur la transmission du patrimoine, puisque l'entreprise fait partie intégrante de votre patrimoine, et donc il va aller à ses héritiers. Ces héritiers auront peut-être des droits de succession à payer dessus, donc des conséquences financières. Autre cas, vous pouvez être dans une structure d'entreprise avec un associé, un ou des associés, tel que la SARL. Et donc, dans ce cas-là, votre départ va avoir des conséquences parce qu'ils vont se retrouver à devoir peut-être racheter votre part à vos héritiers. Ça va générer également une baisse du chiffre d'affaires, puisque vous travaillez dans l'entreprise, vous avez un apport, vous contribuez à la vie de cette entreprise. L'incapacité et l'invalidité. Alors, l'incapacité, c'est l'arrêt de travail avec une reprise d'activité derrière. L'invalidité, c'est un arrêt soit définitif, puisque vous ne pouvez plus exercer votre activité. Et dans ce cas-là, jusqu'à votre retraite, vous ne percevez que des revenus liés au régime obligatoire. Si elle est partielle, ça peut également vous empêcher de réaliser votre activité et donc vous devrez vous reconvertir. Sur le plan professionnel, ces événements vont entraîner une baisse de chiffre d'affaires, soit une cessation totale de l'activité. Avec, pareil, les mêmes conséquences pour votre environnement personnel, avec une baisse des revenus, il y a une baisse de consommation, baisse d'épargne, baisse moins de congés, enfin toutes les conséquences qu'une baisse de revenus peut entraîner dans un foyer. Analysons ensemble les prestations du régime de base. Dans ces prestations, donc du coup, nous allons parler la prestation décès, qui le plus souvent, en fonction du régime de base, peuvent être très faibles. Hormis qu'elles soient faibles, il faut également vérifier en amont si le montant de cette prestation décès fixée par l'organisme de base, est-ce qu'elle est forfaitaire? Est-ce qu'elle est proportionnelle à vos revenus? Est-ce qu'elle sera majorée en fonction du nombre d'enfants à charge? Vous avez également, faut également vérifier si la prestation sera versée sous forme de capital, sous forme de rente, par exemple la rente conjointe, la rente éducative, voir également les conditions de délivrance et également la limite d'âge. Également vérifier si le ou les bénéficiaires sont-ils déterminés par la caisse ou pouvons-nous les choisir librement? Par exemple, le pacsé ou le concubin peut-il bénéficier de cette prestation ou directement le conjoint? Ou par exemple, même si l'enfant qui n'est plus à charge, peut-il bénéficier ou est-il exclu? C'est l'analyse en fait de toutes ces questions qui vont vous permettre ces questions vont vous permettre de dévoiler, de prendre conscience que la prestation est insuffisante et inadaptée à la situation. Par exemple, prenons le cas des commerçants et artisans qui sont affiliés à la SSI. Le montant de cette prestation est de 8 300 €. Pour les libéraux, par exemple, le cas des infirmières qui sont affiliées à la Cartinco, le montant est de 36 000 €. Donc, en fonction du régime, on voit vraiment la différence. Et les capitaux sont vraiment insuffisants en fonction de l'activité. Alors, juste une parenthèse, c'est vrai que les 36 000 € pour une infirmière peuvent paraître importants,
il faut toujours ramener cela au revenu d'une infirmière. Exactement. On verra plus tard que les cadres perçoivent jusqu'à 3 années de rémunération, 36 000 euros pour une infirmière, ça doit représenter tout juste une année de rémunération. Toujours à mettre en parallèle par rapport à des garanties que perçoivent les salariés. Concernant le risque invalidité, tout comme le décès, les indemnisations sont fonction de la caisse à laquelle vous êtes affilié. Nombre de caisses ne prennent par exemple pas du tout en charge l'invalidité partielle. L'invalidité partielle, c'est en dessous de 66%. Vous n'avez aucune indemnisation, par exemple, pour les notaires. Vous n'avez aucune indemnisation pour les chirurgiens dentistes. Vous n'avez aucune indemnisation pour les architectes. Ensuite, pour tout ce qui est invalidité totale, les cas sont également très différents selon la profession exercée. Prenez un jeune architecte qui démarrerait dans son activité et qui cotiserait à la classe A. La classe A, c'est la première classe de cotisation des architectes. En cas d'invalidité définitive, c'est-à-dire au-delà de 66%, il ne percevrait que 3 500 euros par an. Imaginez un jeune architecte qui se casse la figure en moto, qui se retrouve sur un fauteuil roulant, 30 ans jusqu'à la retraite, il touche 3 500 euros. Imaginez donc les conséquences que cela aura sur sa vie, au-delà de son handicap. Pour les professionnels, donc, excusez-moi, petit souci avec mon PowerPoint. Pour les professions donc, qui dépendent de la sécurité sociale des indépendants, tels que les commerçants et les artisans, cette indemnisation en invalidité est plafonnée à 50% du revenu. Donc 50% du revenu, donc déjà c'est une baisse substantielle financièrement, et plafonnée de surcroît à un peu plus de 20 000 euros par an. Voilà, imaginez si vous percevez plus de 50 000 euros, plus de 60 000 euros par an, comment votre revenu est divisé. Et donc derrière, il faut continuer à vivre, il faut continuer à payer des charges, assurer l'éducation de ses enfants si besoin. Donc vous voyez vraiment des risques, si rien n'est fait, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les familles. Alors, ensuite, le risque d'incapacité de travail. Lorsqu'on parle d'incapacité de travail, cela désigne l'état d'une personne qui est dans l'impossibilité partielle ou totale de travailler ou d'exercer certaines tâches liées à son activité. Aujourd'hui, lorsque le risque se présente, certains professionnels, comme Jean-Paul l'a dit, les indépendants qui sont affiliés à la CIPAF comme les architectes ne reçoivent aucune indemnité de leur régime de base. Et du coup, comme tu le disais, un architecte qui vient de débuter, qui est face à ce genre de risque, du coup, ne va pas être indemnisé. Ensuite, pour les artisans commerçants qui sont affiliés à la SSI, les indemnités journalières, en cas d'arrêt, bien évidemment, ne sont que la moitié du revenu plafonné. Et pour d'autres, où l'indemnité journalière existe, elles sont forfaitaires et ne seront versées qu'à partir que de 3 mois d'arrêt de travail, comme les infirmières, donc du coup. Concernant l'indemnisation des artisans et des commerçants qui dépendent de la sécurité sociale des indépendants, une petite précision, non seulement c'est 50% du revenu des 3 dernières années, c'est plafonné également, mais également la durée d'indemnisation est plafonnée à 360 jours sur 3 ans. Voilà, donc vous avez un crédit de 360 jours, donc si vous êtes atteint d'une pathologie qui fait que vous dépassez les 360 jours, au-delà de 360 jours, vous n'avez plus l'indemnisation du régime obligatoire. Alors là, je fais un peu de teasing parce que c'est vrai que Aesio a développé une formule qui permet de compenser cette perte de revenus après ces 360 jours d'arrêt de travail. Je n'en dis pas plus parce que vous aurez toute l'occasion de rencontrer certains de nos conseillers, mais voilà, sachez que nous avons développé des solutions innovantes sur ce sujet de l'incapacité du travail pour lequel les professions indépendantes ne sont pas forcément très bien couvertes. Un petit focus, puisque j'ai vu que certains d'entre vous étaient en statut micro-entrepreneur. Alors oui, vous êtes en statut micro-entrepreneur, vous avez droit quand même à une indemnisation en cas d'arrêt de travail. Pour cela, il faut que vous ayez un revenu proche de 4 000
proche de 4 000 euros, hein, 3 980 euros, 80 centimes. Les 80 centimes sont importants. Pour que vous dire sur ces indemnisations, attention à ne pas confondre le chiffre d'affaires avec le revenu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que travailleur en micro-entreprise, ce revenu est assujetti à un abattement fiscal. C'est ce revenu-là qui est pris en compte pour l'indemnisation. Je prends l'exemple d'un artisan qui serait un micro-entrepreneur qui générerait 12 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il aurait un abattement de 50%. Hein, c'est ce qui est prévu par les textes pour ce type de micro-entrepreneur. Donc, indemnisé sur la base de 6 000 euros. Ces 6 000 euros sont divisés par 530 et on arrive à une indemnisation de 8,38 euros par jour. Voilà. Donc, ayez ce chiffre en tête. Les personnes qui sont dans une activité d'achat-revente, l'abattement est de 71% du chiffre d'affaires. Donc, ça diminue d'autant le revenu sur lequel est basé le calcul de l'indemnisation des salariés, enfin des professions indépendantes en statut en auto-entrepreneur. Ensuite, nous avons ici un tableau qui synthétise les prestations et faiblesses du régime de base des professionnels indépendants qui sont affiliés à la SSI. Donc là, on retrouve les risques, l'incapacité, l'invalidité et le décès. En fonction de ça, nous avons donc le montant minimum et maximum par rapport à ces risques-là. Prenons l'exemple, par exemple, de l'incapacité où le minimum est de 22,54 € par jour et le maximum 56,35 € par jour. En cas d'invalidité partielle, le minimum est de 459,51 € et le maximum 1028,40 € par mois. Et en cas d'incapacité totale, nous sommes à un montant minimum de 647,39 € par mois et le maximum 1714 € par mois. Il y a également une majoration pour tierces personnes qui est de 1125,29 € en cas de majoration. Également pour le décès, donc les travailleurs qui sont en activité comme nous l'avons vu précédemment, le capital décès, donc la prestation. Il y a eu un bug. Alors, le montant de la prestation est de donc environ 8 300 €. Et donc, le travailleur indépendant qui est à la retraite, le montant est de 3 290,88 €. Et donc, il y a également, en fonction, si le travailleur indépendant était en activité et qui avait des enfants à charge, il y a plus 2056,80 centimes d'euros. Et il faut savoir qu'à la SSI, il n'y a pas de rente éducation. Ouais. Donc, face à cette insuffisance de couverture des régimes obligatoires, donc quelle solution complémentaire et quel cadre fiscal choisir pour compléter ces couvertures dont nous avons mis en exergue la nécessité. Alors, les trois risques donc vous pouvez couvrir les trois risques qui sont que nous avons énoncés précédemment. Le premier risque, c'est le décès, dans un but donc de protéger sa famille, de pouvoir financer les droits de succession, d'assurer la pérennité de l'entreprise, de faciliter la succession, la reconversion des associés, enfin laisser des sommes pour que les associés puissent faire face à cet imprévu. Ensuite, sur le mode, nous verrons ultérieurement, ce risque de décès peut être couvert soit par du capital, soit par de la rente éducation, soit par de la rente viagère. Les risques quant à incapacité et invalidité définitive peuvent être également couvertes pour permettre donc aux dirigeants d'entreprise
en cas d'arrêt de travail, de continuer à subvenir aux besoins de sa famille, mais également de ne pas avoir besoin de piocher éventuellement dans la trésorerie de son entreprise, et donc de ne pas mettre en difficulté cette même entreprise. Alors, aujourd'hui, les solutions pour combler les carences des régimes de base, c'est que la solution de prévoyance aujourd'hui vous offre la possibilité d'adapter ces garanties et également donc la possibilité de déterminer le montant nécessaire, le type de prestation et surtout d'adapter tous ces paramètres en fonction de votre situation professionnelle et familiale. Pour la petite anecdote, un jour, je rencontre un chef d'entreprise. Lors de nos échanges, nous abordons donc naturellement le contrat de prévoyance. Et puis, ce dernier, il me dit oui, donc dès l'ouverture de mon entreprise il y a 10 ans, j'ai mis en place donc un maintien de salaire et également je suis couvert si toutefois je suis suite à un accident, la maladie. Donc, j'ai mis ça en place il y a 10 ans, il n'y a pas de problème. Et il me dit, et en plus, j'ai jamais eu, ou en tout cas, j'ai jamais été confrontée à ce genre de risque parce que la preuve, j'ai par la suite ouvert 2 autres salons de coiffure. Donc, moi, face à cette réponse-là, je me dis, bah parfait, on est face à un professionnel indépendant qui est conscient de l'importance de ce contrat de prévoyance et donc à anticiper dès l'ouverture de son salon de coiffure. Mais par contre, il y a une question qui me démange et du coup, je me dis, est-ce que je peux vous poser une question? Il me dit oui, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, pouvez-vous me dire à quand remonte la dernière fois que vous avez échangé avec votre conseiller pour faire le point sur vos garanties? Et là, sa réponse est, bah jamais, j'ai juste contacté une seule fois mon conseiller pour pouvoir mettre en place la complémentaire santé pour mes salariés. Si je vous raconte cette anecdote, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je veux vous expliquer mettre en place un contrat de prévoyance, c'est déjà avoir fait plus de la moitié du chemin. Mais encore faut-il que les garanties soient adaptées à votre situation et l'évolution de votre activité. Comme dans ce cas de figure-là, où Monsieur X, aujourd'hui, j'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas été confronté aux différents risques, parce qu'il aurait très vite compris que ces garanties mises en place il y a 10 ans ne sont plus adaptées à sa situation d'aujourd'hui. Donc, je vous invite vivement à faire régulièrement le point sur vos garanties afin de les adapter en fonction de vos revenus et également en fonction de la situation familiale. Donc, quand souscrire ce type de garantie? Alors, le premier conseil, vous allez dire aussi, c'est le conseil d'un vendeur, souscrire au plus tôt. Alors non, c'est pas le conseil d'un vendeur, c'est tout simplement le bon sens, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la réalisation du risque est soumise à un aléa. On ne décide pas quand va se réaliser le risque. Si on connaissait notre date de décès, si on savait quand est-ce qu'on allait être en arrêt de travail, mais tout ça s'anticiperait, puis on retarderait l'échéance ou on éviterait la réalisation du risque. Mais ça, ce n'est pas possible. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir, si vous ne savez pas, je vous l'indique, que le tarif d'une garantie est lié à plusieurs critères, dont notamment l'âge. Donc, plus vous prenez l'âge et plus les garanties souscrites auront un tarif élevé. Il est également tributaire de l'état de santé. L'état de santé est fonction aujourd'hui, vous savez que vous êtes en bonne santé. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous ne savez pas qu'est-ce que vous aurez. À 50 ans, on n'a pas le même état de santé qu'à 30 ans. C'est tout simplement de la logique et de la cohérence. En sachant également que si vous avez eu des risques qui se sont déjà réalisés, par exemple, si vous avez un genou que vous avez en faisant du ski, vous êtes fait des ligaments croisés et autres, ça peut être un risque d'exclusion. Donc, plus vous attendez, plus, donc avec le temps, la probabilité de réalisation de risque est importante et plus vous risquez d'avoir des exclusions sur les garanties que vous souscrivez. Donc, le premier conseil, c'est vraiment souscrire au plus tôt
la raison principale, c'est quand même parce que vous ne déciderez pas du moment de la réalisation du risque. C'est un domaine qui nous échappe tous. Alors, les avantages des garanties complémentaires, donc dans le cas de la garantie décès, vous l'aurez compris, la garantie décès, c'est bien évidemment d'assurer la garantie et également la protection de vos proches et également la continuité de l'entreprise. On va prendre l'exemple de l'infirmière comme nous l'avons abordé tout à l'heure, qui, en fonction du régime de base, la prestation d'essai qui est versée est d'environ 36 000 €. Comme Jean-Paul l'avait précisé, c'est relatif en fonction de l'exercice d'une infirmière. Il faut savoir que, par exemple, un chef d'entreprise sont souvent moins couverts que leurs salariés. Prenons l'exemple, par exemple, d'un cadre où sa famille reçoit en moyenne 3 ans de salaire, ce qui équivaut à 123 000 €. Les cadres, notamment comme l'infirmière, qui donc du coup bénéficient obligatoirement d'une couverture décès par leur entreprise et quel que soit leur secteur d'activité. La famille, comme par exemple d'une infirmière ou d'un professionnel indépendant quelconque, n'a pas moins de besoins que celle d'un cadre. Donc c'est pour ça qu'il est très très important, encore une fois, de déterminer le capital décès qui va vous permettre la protection de votre famille et de votre entourage. Concernant ces garanties décès, un point important à aborder, c'est la clause bénéficiaire. Souvent, la clause bénéficiaire, c'est la clause bénéficiaire type mon conjoint ou pacsé, à défaut mes enfants vivants représentés, à défaut mes héritiers. C'est souvent cette clause type qui est mise en place lorsqu'on est dans un schéma marié ou pacsé avec des enfants. Alors, les aléas de la vie font que ces situations changent. Autant cette clause peut être adaptée au moment de la souscription, mais elle peut être inadaptée si, par exemple, comme ça arrive malheureusement, certaines personnes se séparent, se remettent avec une autre personne. Et donc, si vous ne faites pas attention à la rédaction, à la modification de cette clause bénéficiaire, les capitaux prévus risquent d'aller intégralement à votre nouveau partenaire, votre nouveau conjoint, et ne pas du tout aller à vos enfants, ce qui n'est peut-être pas forcément votre souhait. Il faut savoir que la clause bénéficiaire laisse toute latitude. Vous avez les clauses bénéficiaires libres où vous pouvez définir des ordres de priorité, prioritairement telle personne, en second telle personne et ainsi de suite. Vous pouvez également déterminer une répartition des capitaux prévus. 20% pour mon fils parce qu'il continue, parce qu'il a fini ses études, et le reste, l'intégralité restant pour mon autre enfant qui n'a pas encore fini ses études et qui aura plus besoin de finances. Voilà, donc vous avez quand même une grande latitude sur ces clauses bénéficiaires. Vous pouvez également désigner comme bénéficiaire votre associé, ce qui permettra d'avoir des capitaux pour faire face donc au paiement éventuel du rachat de vos parts si vous décédez. Voilà. La clause bénéficiaire, si un conseil, c'est vraiment d'y prêter une attention, de la faire évoluer si nécessaire pour qu'elle corresponde au mieux à vos souhaits. Voilà. Juste une précision sur les clauses bénéficiaires. Alors, il faut être plus ou moins discret selon votre volonté. À partir du moment où votre bénéficiaire sait qu'il est bénéficiaire d'un contrat d'essai et qu'il dit qu'il accepte d'être le bénéficiaire, pour la modifier par la suite, il faut son assentiment. Donc attention, si vous souhaitez une certaine discrétion de qui bénéficiera des capitaux au moment de votre décès, d'avoir une certaine discrétion pour éviter ce genre de situation. Alors, les points de vigilance par garantie, donc là, en l'occurrence, par la garantie décès, une fois que le montant de la prestation est déterminé, il faut également savoir si le type de prestation est également adapté aux bénéficiaires. Par exemple, le cas de figure d'un professionnel indépendant qui va souscrire au contrat me demande si la prestation peut être versée sous forme de rente parce que son bénéficiaire était son enfant.
Et donc, du coup, il me dit, je préfère que la prestation soit versée sous forme de rente plutôt que sous forme de capital pour éviter une consommation rapide. Donc, encore une fois, ici, nous avons les solutions. Donc, à vous vraiment de déterminer les montants des prestations et également adapter par exemple, dans ce cas de figure-là, adapter le type de prestation qui sera versé aux bénéficiaires. Vraiment dans le but, la protection de votre famille et également pour qu'ils puissent en bénéficier correctement. Concernant les garanties incapacité, la problématique du choix de la franchise. La franchise, c'est le moment où interviendra la garantie complémentaire. Le conseil, c'est qu'il faut regarder essentiellement votre capacité d'autofinancement. Pour rappel, plus une franchise est courte, c'est-à-dire plus le moment où votre assureur, votre organisme complémentaire interviendra, et tôt par rapport à l'assurance du risque, et plus coûteuse sera la garantie. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de définir votre période d'autofinancement, c'est-à-dire à partir de quand ça peut vous pénaliser dans la vie de tous les jours ou ça peut pénaliser une entreprise pour définir la franchise la plus adaptée. Souvent, on trouve des franchises avec des distinguos selon le risque. Par exemple, une franchise à 30 jours, cas général, ramenée à 3 jours pour l'hospitalisation ou pour l'accident. Sachez que une maladie, comme l'arrêt cardiaque par exemple, est considérée comme une maladie et qu'elle est tout aussi pénalisante qu'une immobilisation liée à un accident. Donc vraiment, ne pas souscrire systématiquement à la franchise la plus courte, vraiment faire une étude de ses besoins, qui peuvent être également en fonction de sa situation patrimoniale. Vous pouvez avoir des revenus par ailleurs, donc qui ne nécessitent pas forcément une franchise courte. Et donc privilégier la franchise la plus adaptée avec les montants les plus conséquents, que ce soit pour l'incapacité, mais également ayant en tête l'invalidité. Si je ne pouvais plus travailler du tout, de combien j'aurais besoin jusqu'à ma retraite pour vivre correctement. Alors, un point de vigilance également sur les exclusions. On va se le dire très clairement, toutes les offres présentes sur le marché présentent des exclusions. Je pense qu'on en est tous conscients et c'est pour cette raison qu'il faut en prendre compte des exclusions et vraiment connaître les risques qui sont externalisés. Et ça, c'est vraiment dans le but de s'assurer que la garantie à laquelle nous cotisons aujourd'hui nous couvrira demain si toutefois le risque se présente. Et également vérifier si le taux minimum d'invalidité déclencheur de la prestation, si elle est de 66, 30 ou voire 15% pour certains professionnels. Ensuite, ces garanties-là, comment profiter de l'avantage fiscal offert par la loi Madelin? Donc, c'est une déduction, je le précise, qui est une déduction fiscale et non pas sociale. Hein. Les montants des cotisations que vous verserez dans ce cadre-là ne seront pas déduites socialement, c'est une déduction fiscale. Il convient donc d'adhérer à des garanties souscrites dans le cadre juridique Madelin par l'organisme assureur et surtout de vérifier avec votre conseiller le respect des limites des déductions fiscales que nous allons voir par la suite. Ces garanties sont communes en santé et prévoyance chez tous les assureurs. Enfin, tous les assureurs proposent ce type de garantie. La règle fiscale est identique pour tout le monde. La différence se fait sur les types de prestations offertes et bien sûr sur les tarifs et surtout sur les services qui sont de plus en plus prépondérants dans le choix des assurés. Donc, nous avons ici un tableau qui reprend la règle de déduction fiscale concernant les risques. Donc là, on peut constater que, par exemple, pour les cotisations de prévoyance et santé, le plafond est limité à 3%, donc ce qui équivaut à 9 872,64 €. Nous avons également pour la retraite donc une limite qui sera supérieure à 76 101,60 €. Et concernant pour la perte d'emploi, nous avons également deux possibilités. Donc, soit le plancher
qui sera de 2,5% du plafond annuel, soit 1028,40 centimes d'euros, ou 1,875% du revenu, qui sera bien évidemment limité à 8 plafonds annuels, donc soit à peu près 6 200 euros. Pour conclure, donc, pour donner forme plutôt au propos de Cybèle, un exemple rapide, donc, pour un artisan qui aurait un bénéfice de 50 000 euros, qui aurait souscrit pour lui et sa famille une complémentaire à hauteur de 155 euros par mois, avec une prévoyance de 200 euros par mois. Donc, le coût total de ces garanties-là serait de 4 260 euros par an. Avec les limites fiscales, donc le maximum pour la garantie prévoyance et santé est de 4 754 euros en 2020. Donc, on est en deçà de cette enveloppe-là. Donc, vous voyez la différence entre le coût réel, de la complémentaire santé et de la prévoyance et le coût réel lié donc à la réduction fiscale. On passe de 4 260 euros à 2 982 euros, donc l'impact fiscal est plus que conséquent. Alors, et pour terminer, lorsqu'on exerce une activité à son compte, il est bien évidemment important d'obtenir les meilleurs conseils pour mettre toutes les chances de son côté. Comme on le disait, donc mettre un contrat de prévoyance, c'est déjà être conscient de la situation et avoir fait plus de la moitié du chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, nos conseillers du groupe Aesio vous accompagnent pour optimiser votre protection sociale adaptée à votre statut de travailleur non salarié, mais pas que, et également celle de votre famille. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter vos conseillers, vos agences de proximité, puisque le groupe Aesio a un maillage national. Également disponible, nous serons diffusés sur les réseaux sociaux ce webinaire, donc avec nos coordonnées, donc les coordonnées Cybèle ainsi que les miennes. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous transmettrons les informations, nous répondrons directement aux questions. Et je crois que nous avons quelques questions sur le chat auxquelles nous allons voir si nous pouvons répondre. Nous avons un peu quelques minutes devant nous. Alors, la première des questions, c'est une des questions. Je suis auto-entrepreneur, puis-je souscrire des garanties prévoyance complémentaires? Alors, garantie oblige. Cybèle, je te laisse répondre à cette question. Alors, oui, en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez la possibilité, bien évidemment, de souscrire à un contrat de prévoyance. Mais le point à faire attention, c'est que en tant qu'auto-entrepreneur, vous bénéficiez déjà d'un abattement forfaitaire pour le montant de vos bénéfices, pardon. Et donc, du coup, concernant la déduction fiscale, vous n'aurez pas le droit. Donc, deuxième question. Alors, deuxième question, c'est en tant qu'ex-salarié, je bénéficie du droit au chômage et de la portabilité des garanties prévoyance de mon ancienne entreprise. Quel intérêt j'ai une garantie en tant qu'indépendant? Alors, tout à fait. Lorsque vous êtes bénéficiaire, donc, quand vous êtes au chômage, que vous créez votre entreprise, vous bénéficiez de la portabilité des droits, que ce soit en santé, mais également en prévoyance. Alors, juste un point de vigilance. D'une part, la durée d'indemnisation, la durée de la portabilité est limitée à 1 an. Au-delà de 1 an, vous ne serez plus couvert. D'autre part, cette prévoyance, cette portabilité couvre l'indemnisation, les revenus perçus par le chômage. Donc, si par ailleurs votre activité de micro-entrepreneur ou d'indépendant génère un revenu, ce revenu n'est pas couvert. Et d'autre part, ce revenu que vous générez par votre activité d'indépendant vient en déduction du montant perçu par les allocations chômage. Et donc, en cas d'arrêt de travail, l'indemnisation ne portera que sur ce revenu dont sont déduits les revenus d'activité d'indépendant. Voilà. Donc, on ne peut vous inviter qu'à bien réfléchir, bien poser le pour et le contre. Mais voilà. Une durée d'indemnisation limitée dans le temps et limitée sur les montants à vos revenus d'allocation chômage. Donc, si vous générez des revenus
de plus en plus important, penser que ces revenus-là ne sont pas couverts par le système de portabilité. Une autre question, Cybèle, je te la lis. C'est un commentaire, c'est éviter des prévoyances qui excluent les risques du dos et psychique. Donc là-dessus, sur le dos, je te laisse commenter. Oui, en effet, il y a certains contrats de prévoyance du coup qui excluent cette pathologie-là. Donc encore une fois, il est important de faire attention aux exclusions de contrats, parce que lorsque vous allez être confronté à ce genre de situation, surtout si vous cotisez pour un contrat aujourd'hui, qui malheureusement, lorsque vous allez avoir le risque, en tout cas suite à cette pathologie-là du dos ou psychique, et que la couverture que vous avez mis en place ne répond pas, encore une fois, il est très très important de faire attention et de voir pour quel type de garantie et pour quelle pathologie le contrat couvre. Tout à fait. Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes vos interrogations. Je ne peux vous inviter qu'à prendre contact avec les conseillers du groupe Aesio. Je vous remercie avec Cybèle, donc nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce webinaire. J'espère qu'il aura pu répondre à votre attente et qu'il pourra vous permettre de répondre à des interrogations sur lesquelles vous vous posez, que vous interrogez sur vos risques, sur la bonne couverture de ces risques. Voilà, parce que c'est exactement. N'hésitez pas surtout à solliciter également nos experts pour qu'ils puissent vous apporter leurs conseils et également faire le point, encore une fois, sur vos prestations. Et on est là pour répondre avec plaisir. Passez une très bonne journée et nous vous remercions de votre attention. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Allô?